après, hop, dès que ça vole comme ça, voilà. Oublier le temps d'une journée, un quotidien difficile. Ce jour-là, les pilotes ont répondu à l'appel de l'association Nos Petites Étoiles et de son parrain Elliot Nochez. Le champion du monde de parapente acrobatique s'est engagé suite à une rencontre qui l'a marqué. Il y avait un enfant qui était malade, atteint d'une leucémie, on l'avait juste mis dans la sellette et puis porté avec le papa quand j'avais vu l'effet et puis le bonheur que ça avait fait, que ce soit dans les parents et comme le gamin. J'avais gardé l'idée en tête un jour de faire tout ça. Entre-temps, j'avais des projets personnels que j'ai dû accomplir avant, compétition, etc. Et cet été, j'y ai repensé, je savais que j'avais un peu le temps de m'y mettre et que je voulais vraiment faire les choses bien. Si je voulais le faire, c'était à fond. Et je suis tombé sur l'association de Petites Étoiles. Je les ai appelés, ils m'ont accueilli les bras grands ouverts et ils m'ont expliqué leur histoire. On s'est rencontrés, on est devenus amis, parents, fistons en 2-2. Et puis après, plein de réunions. Et puis petit à petit, on est arrivé à ce premier événement. Arnold et Nathalie ont créé l'association suite au décès de leur fils Yanis, atteint d'un cancer des os incurable. Yanis était un petit prince, il a pu, grâce à la fameuse association, réaliser un de ses rêves, cuisiner aux côtés de la chef Anne-Sophie Pic. Depuis, ses parents se mobilisent pour rassembler les associations, créer du lien et faire oublier aux enfants et à leurs familles un quotidien difficile. Il y avait le challenge aussi de rapprocher les deux mondes, le monde du parapente et des sports extrêmes, etc., avec le monde des enfants en difficulté. Et preuve que ça marche et on se rend compte que voilà, c'est tous ces gens-là qui sont venus, plus de 50 pilotes aujourd'hui, voilà, ont le cœur sur la main et sont prêts à venir nous aider à faire rêver les enfants et leurs familles. C'est super important, quoi. Ce jour-là, seule Mélina a pu décoller. J'ai ressenti que je planais comme une plume. Donc c'était vraiment bien. Si les autres enfants n'ont pas pu s'envoler, la journée leur a permis de découvrir l'univers d'Elliot et de partager un moment ensemble. On leur a fait faire des petites tyroliennes, 2-3 petites animations. J'ai une jolie voile dessinée avec les signatures de tous les enfants et les personnes qui sont passées aujourd'hui, qu'on va pouvoir faire voler dans le monde entier. Et bon, il y a plein de côtés positifs, forcément on est déçus parce qu'on aime toujours, on aurait aimé que tout le monde puisse voler ensemble et puis de voir les familles heureuses avoir volé avec les gamins et avec tout le monde, mais c'est partie remise et puis ça sera encore mieux organisé et puis ça sera la folie. Rendez-vous est déjà pris en juin 2019 pour tenter cette fois de faire décoller tout le monde au-dessus du lac d'Annecy. Ordre du jour en date du 12 novembre 1918, du général d'armée Foch, commandant en chef des armées alliées. C'est un texte de quelques lignes seulement, écrit au lendemain de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Ce texte sera lu dimanche par 3 élèves du lycée Édouard Herriot lors de la commémoration du centenaire, place Bellecour. Ce qui est important dans cet ordre du jour, c'est de mettre en avant, je pense, la liberté qui est célébrée par effectivement donc, le maréchal Foch. Je crois que ça correspond vraiment à la volonté de ce centenaire qui est largement orienté donc, vers la célébration de la paix. La paix, mais aussi la guerre, forcément, que les élèves découvrent à travers notamment de nombreux textes de l'époque. On travaille un certain nombre de textes comme des discours de Jaurès, de Giono, et puis également des textes plus littéraires, un texte de Genevoix qui justement va rentrer au Panthéon, et puis un texte d'Aragon, un très beau poème d'Aragon qui raconte sa guerre de 14. Un travail de mémoire important pour ces 41 lycéens, tous volontaires, pour participer à cette cérémonie. Je pense que c'est un devoir essentiel pour la citoyenneté et même pour nous les générations actuelles. On pourrait peut-être refaire les mêmes erreurs, donc le fait de commémorer cet événement si important, ça nous permet de ne pas oublier. Outre la lecture du texte du maréchal Foch, les élèves du lycée Édouard Herriot porteront les drapeaux des 93 pays ayant participé au combat durant cette Première Guerre mondiale. Ça, c'est un shampoing. Du dentifrice et du déodorant solide, des couches lavables, mais encore des gourdes à compote réutilisables, c'est ce que contient cet appartement zéro déchet. Conçu pour une famille de 4 personnes, dont un enfant en bas âge, il illustre les possibilités qui permettent de réduire ses ordures au quotidien. Faire du zéro déchet au quotidien, c'est pas forcément plus compliqué, c'est juste des gestes différents, des habitudes à changer. Par exemple, acheter ses produits de consommation en vrac. Des pâtes en vrac, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas c'est sûr ça produit moins de déchets. Donc là ce sont des emballages du tissu en fait enduit de cire d'abeille.
Et ça permet de transporter donc soit des biscuits, du fromage, mais aussi de recouvrir. En fait, on peut les mettre sur des bols ou des contenants comme ça, et avec les mains chauffées, et ça recouvre en fait le bol, et voilà, ça permet de conserver les aliments sans utiliser de cellophane. Réduire au maximum les emballages et le plastique à usage unique, c'est bien, mais ce n'est pas le tout pour faire de son appartement le château du zéro déchet. Ici, la cuisine et la salle de bain ont été construites en détournant des matériaux bruts issus du bâtiment. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'on pouvait également fabriquer à partir de matériaux de récupération du mobilier, récupérer du mobilier dans les ressourceries, donc de la deuxième main, éviter que ça parte en déchetterie et effectivement, des fois en repeignant, on a repeint quelques meubles pour pouvoir leur redonner un petit aspect plus contemporain, donc ça c'est des pistes. Et devenir le roi du zéro déchet, c'est en plus acheter des jouets d'occasion et recycler ses vêtements. Le compost fait aussi partie des indispensables. Et ces bacs de tri devraient être dans tous les appartements aujourd'hui pour récupérer les déchets. Finalement, pour les objets cassés, ne pas hésiter à s'adresser au Repair Café, présent lui aussi sur cet événement. En cheminant vers ces dispositions, nous allons aboutir à une réduction extrêmement importante de tous nos déchets, qu'ils soient d'emballage, etc. Et c'est un petit peu à cette envie d'y aller qu'on souhaite faire participer les habitants. Égard aux rumeurs, faire de sa demeure un lieu bénin pour la terre n'est pas forcément plus cher. On la connaît déjà labellisée AOP. Depuis quelques mois, elle est en version bio. La Fourme de Montbrison voit désormais plus large avec cette reconnaissance patrimoine culturel immatériel de la France à l'UNESCO. Mais alors, qu'est-ce que cela va changer concrètement pour ce fromage des Monts du Forêt ? Peut-être à obtenir un peu plus de notoriété. Ça va servir à nous faire connaître nationalement, puisque c'est quand même une de nos grosses problématiques de ne pas être connu au niveau national. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on travaille aussi un peu plus loin que le national, puisque nous étions en Belgique récemment, et nous serons la semaine prochaine en Allemagne. Et ce qui a été reconnu, c'est le savoir-faire, la technique de fabrication de la Fourme de Montbrison qui date du XIIIe siècle. Et depuis, rien n'a changé. Un savoir-faire et toute une vie économique qui tient dans ce rapport de 40 pages présenté au ministère de la Culture il y a quelques mois. Cette reconnaissance protège les talents des producteurs. Le savoir-faire perdure, il faut le conserver et en même temps, c'est un élément économique important. Ça permet de conserver des emplois sur le secteur. Ça, c'est très, très important. Conserver ces emplois et même inciter les jeunes générations, puisque avec les BTS qui viennent des lycées comme précieux, inciter de jeunes générations. Et il y en a quelques-uns qui ont déjà pour ambition donc, de reprendre des fermes de leurs parents ou des fermes, racheter des fermes de façon à créer du produit fermier, c'est-à-dire de la fourme fermière. La Fourme de Montbrison, c'est 33 communes du Haut-Forêt pour la fabrication. 565 tonnes de fromage produits par an. La reconnaissance devrait faire rayonner le territoire dans toute la France et en particulier la ville de Montbrison qui compte bien faire de la fourme un produit d'exception. Donc ça fait de la publicité, mais ça fait de la publicité autour de la qualité. La fourme est une qualité gustativement incroyable. Et c'est ça qu'il faut faire connaître. Plus de ventes peut-être, mais aussi peut-être plus de marge pour nos agriculteurs. Il n'y a pas que le volume qui compte, il y a cette qualité. Et du coup, je crois que c'est très enrichissant et très important que ce soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La reconnaissance pourrait bien porter la Fourme de Montbrison sur les tables de toute la France. Mais rassurez-vous, la loi restera toujours privilégiée pour les amateurs de toujours. Toujours aussi bonne. Bon appétit. Dans son atelier, Éric Garnier, confiseur au Chambon-sur-Lignon en Auvergne, est le roi de la guimauve. Comme tous les jours à 15h, il se livre à une démonstration où la confiserie livre tous ses secrets. Donc la guimauve, c'est un mélange de 3 ingrédients. Du sucre, du blanc d'œuf et un gélifiant. Vous allez essayer de le deviner en sentant. Facile, hein? Donc je vous le fais passer. Exercice pratique et au petit jeu des arômes, ce sont bien souvent les enfants qui sont les plus doués. La menthe. Aujourd'hui, ce sera guimauve à la framboise selon la recette traditionnelle. Le geste est précis, la technique est là,
Acquise après une reconversion professionnelle en 2008 à l'École nationale de pâtisserie d'Issingeaux. 8 ans plus tard, la passion est intacte. Je suis content quand je vois entrer les gens ici parce qu'ils font des grands yeux, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Ils sont émerveillés par la confiserie, c'est quelque chose qui attire les gens et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est quand j'ai mes clients qui arrivent. Le confiseur de Chênes travaille avec une quinzaine d'arômes de guimauve. Il faudra encore attendre 3 jours, le temps de séchage, avant de pouvoir procéder à la dégustation. C'est trop bonne. L'atelier de ce confiseur est ouvert au public tous les après-midi. Été comme hiver, des personnes meurent dans la rue ou des conséquences d'une vie à la rue. Et cela depuis des années. En 2017, en France, 510 personnes ont trouvé la mort dans la rue. Parfois sans famille et sans revenus, ces défunts sont pris en charge par les pompes funèbres intercommunales. Au cimetière du Grand Sablon, c'est le carré 16, anciennement fosse commune, qui leur est attitré. Un collectif pour les morts de rue s'organise 2 fois par an, le 3 juillet et le 1er novembre, jour de la Toussaint, pour leur rendre hommage. Nous souhaitons faire prendre conscience aux gens qu'il y a des morts dans la rue, qu'il y a des indigents, des gens qui ne peuvent pas payer une concession et qui sont enterrés dans ce carré commun, qui sont oubliés. Ce sont des gens qui ont eu des vies, qui ont été sans doute chaotiques. Et c'est très important qu'il y ait en cette journée pour les personnes qui sont mortes, qu'il y ait pour eux aussi un instant de pensée et un instant de présence de gens qui en fait ne les connaissent pas forcément, mais en tout cas ils ne sont pas oubliés. Lutter contre l'oubli en déposant une fleur. En 2012, l'INSEE dénombrait 141 000 personnes dans la rue. Leur espérance de vie n'excède pas 50 ans, contre 82 pour le reste de la population. L'image du jour, celle d'un gigantesque totem de bois sculpté dans le tronc d'un cèdre monumental installé près de l'autoroute à Pierre-Bénite. L'arbre jugé dangereux a été abattu en Savoie. Il a ensuite été acheminé jusqu'ici et mis à disposition d'un sculpteur spécialisé dans ce genre de défi. Quand on est sur l'arbre, on voit absolument pas ce qu'on fait. Et quand on recule, il y a l'échafaudage, il y a les planches. C'est pas évident d'avoir vraiment une belle notion de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier défi. Et le deuxième, c'est la taille des outils. Parce que vu la dimension de l'arbre, je rappelle 2,50 m, 10 mètres de haut, 22 tonnes. Il faut vraiment des outils surdimensionnés. Et c'est pas évident à 10 mètres là, de manipuler une tronçonneuse qui est plus grande que moi. La sculpture de bois représente un écureuil géant. C'est en fait le coup de pub que s'offre une entreprise spécialiste des travaux en hauteur. Une sculpture faite pour durer. La qualité du cèdre, c'est pas mal. C'est ce qui résiste le mieux aux intempéries. Et il conserve à peu près sa couleur en extérieur, contrairement à un séquoia qui va devenir tout noir en pas longtemps.